Bonjour à tous, nous sommes le 4 juillet. Merci de nous rejoindre pour ce principal rendez-vous de l'information. Les titres qui seront développés. Dans le cadre de la Semaine nationale des handicapés, le chef de l'État a parrainé la cérémonie de clôture de la première édition de cette semaine. Eh bien, Russie suspend le traité sur les forces nucléaires intermédiaires. Bonjour à tous. Dans le cadre de la célébration de la Semaine nationale des handicapés, l'Agence nationale pour les personnes handicapées a célébré ce matin sa première édition d'existence. Eh bien, donc, cette édition de la Semaine nationale des handicapés s'est tenue sous l'égide du chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh. Cette journée s'est déroulée en présence notamment des membres du gouvernement, dont le Premier ministre, le ministre de la Défense. À son arrivée, le chef de l'État a été accueilli par Abdelkader Kamel Hamed, le président de la NPH, le ministre de la Défense et toutes les personnes impliquées dans cette cause dédiée à l'handicap. Cette journée s'est déroulée en présence notamment des organismes internationaux et de toute personne vivant avec un handicap répertorié par l'ANPH. Rappelons que l'ANPH est une agence dirigée par un Djiboutien vivant lui aussi avec un handicap, en l'occurrence M. Douale Saïd Mahmoud. Cet organisme donc de soutien consiste non seulement à œuvrer pour l'insertion professionnelle et socio-économique de nos compatriotes souffrant d'un handicap. Cette frange de la population qui est le plus souvent donc ne se plaint ni ne revendique son droit, nous montrons non seulement par la même occasion un sens de la dignité sans commune mesure. Eh bien, c'est dans cette optique que, sous l'impulsion du chef de l'État Ismaël Omar Guelleh et fortement soutenu par la première dame, Mme Khadra Mahmoud Haid, l'ANPH a notamment vu le jour. L'ANPH, rappelons-le, a pour vocation d'améliorer et d'évaluer les conditions de vie de nos concitoyens aux besoins spéciaux. Donc, tous ces efforts ont sollicité les grandes contributions de nombreuses institutions, en tête desquelles l'UNFD, que la première dame Khadra Mahmoud Haid a eu l'honneur de diriger. Donc, cette journée riche en couleurs et en émotions a démarré avec des chants et des danses interprétés par des jeunes sourds et malentendants et des personnes à mobilité réduite. Ensuite, le chef de l'État a suivi donc avec beaucoup d'intérêt des sketchs joués par des personnes vivant avec un handicap qui mettaient en relief leur quotidien et le soutien apporté par l'ANPH pour soutenir ces personnes dans les besoins. Regardez. الحمد لله بريان مبارك والله مقاله مسكجد بالحافظه دي عيالها ينور دول في عيني والله ورحمه كوشاغيا هاي نيجي احمد لا لا نادركاها حالتي سوي ما تموغي وربك ما ايوه ودادوك وتهور داي علمك الله هدبر دادوك وتهور داي بعينك لوغايو بلو علمك الله نفعيا مرحبا Je vous propose à présent de suivre donc le mot de la représentante du PNUD à Djibouti, Mme Barbara Menzi. Excellence, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, permettez-moi, au nom du système des Nations Unies, au nom du secrétaire général des Nations Unies, de vous faire part de notre haute appréciation des efforts importants déployés par la République de Djibouti pour faire progresser les droits des personnes handicapées
notamment à travers l'adoption d'un cadre juridique et législatif approprié, par la création et l'opérationnalisation de l'Agence nationale des personnes handicapées, conformément à l'article 33 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, ici ratifiée à Djibouti. Ainsi doté des outils nécessaires, il convient également de se féliciter de l'immense et inlassable travail réalisé par l'Agence nationale des personnes handicapées en tant que mécanisme de coordination visant à faciliter l'action en faveur des personnes à besoins spéciaux dans différents secteurs et à différents niveaux. À ce faisant, il y a eu lieu de féliciter la leadership reconnue de M. Douale Saïd Mahmoud, qui s'est dévoué corps et âme pour faire avancer la cause des droits et l'inclusion des personnes à besoins spéciaux. Et dans son intervention, le chef de l'État a dans un premier temps donc insisté sur l'insertion sociale des personnes à besoins spéciaux afin qu'ils se sentent non comme des citoyens de second plan, mais à part entière. C'est avec un grand plaisir et une immense satisfaction que je me retrouve parmi vous aujourd'hui. Cette semaine nationale qui vient d'être organisée à l'initiative de l'Agence nationale pour les personnes handicapées nous réconforte à plusieurs égards. En effet, c'est réconfortant de voir que les personnes handicapées s'organisent elles-mêmes pour examiner leurs besoins et leurs aspirations. Et c'est réconfortant aussi de voir que le pouvoir public est à l'écoute et donne une légitimité politique aux revendications de cette catégorie de nos concitoyens. Mesdames et messieurs, l'handicap n'est pas une tare, ni un fardeau. C'est avant tout un état social que nous devons reconnaître à sa juste mesure. Comme vous le savez, les situations ne sont pas homogènes. Il y a ceux et celles d'entre nous qui naissent avec un handicap. Il y a ceux et celles d'entre nous qui peuvent venir à l'handicap par une maladie ou un accident. Mais il y a aussi certains de nos concitoyens pour qui l'âge avancé peut constituer un handicap. Autant de situations qui méritent toutes les ripostes spécifiques et appropriées. Notre société, et je m'en félicite, a d'abord le courage de reconnaître l'handicap pour ce qu'il est et de ne pas le diluer dans des phraséologies politiquement correctes. C'est cette reconnaissance politique qui est fortement exprimée par la mise en place d'une agence nationale des personnes handicapées, il y a tout juste un an. La mission dévolue à cette institution est très ambitieuse. Mais en même temps, c'est une mission très noble et très juste. Il s'agit tout d'abord de ne pas enfermer les personnes handicapées dans des préjugés et des stéréotypes sortis tout droit de nos ignorances, de nos croyances et de nos superstitions. Il s'agit aussi de ne pas abaisser les personnes handicapées avec un regard compassionnel. Un regard, ou plutôt une perception, qui en ferait des éternels assistés dont on doit s'occuper pour des raisons caritatives. De ce point de vue, les campagnes de sensibilisation que mène l'agence sur l'ensemble du territoire peuvent faire évoluer les mentalités et montrer que les personnes vivant avec un handicap sont des citoyens entièrement à part comme les autres citoyens, avec les mêmes besoins, les mêmes préoccupations et les mêmes désirs d'épanouissement. Et dans un second volet, le chef de l'État a mis en exergue notamment les différents champs dévolus à l'ANPH dans sa mission de soutien aux personnes handicapées. Mais la mission dévolue à cette agence ne se limite pas au seuil d'une simple sensibilisation sociale. En effet, l'ANPH doit aider le gouvernement à identifier et à exécuter les politiques spécifiques qui favorisent l'insertion sociale, professionnelle, économique
et politique des personnes handicapées. Voilà l'idée forte qui a prévalu dans la conception de cette institution. Faire en sorte que les droits fondamentaux des personnes vivant avec un handicap soient garantis au même titre que les droits de tous les autres citoyens. Le droit à l'éducation, le droit au travail, le droit au logement, le droit à la santé, pour ne citer que cela. Comme vous le savez, tous ces droits, lorsqu'il s'agit de personnes vivant avec un handicap, peuvent rester purement théoriques si des dispositions ou même des structures spécifiques ne sont pas mises en place pour les concrétiser. Je me réjouis que l'agence, épaulée par le travail de terrain d'un réseau de 12 associations, soit devenue en si peu de temps une interlocutrice privilégiée du gouvernement dans ce domaine. Il est faux de dire et de penser que les personnes vivant avec un handicap expriment des besoins spécifiques pour s'épanouir. Il faut juste constater que ces personnes ont besoin des dispositifs spécifiques pour satisfaire leurs besoins ordinaires, semblables à ceux de tout le monde. Le gouvernement est conscient de cette spécificité. Il doit en tenir compte. Il en tient déjà compte dans tous les compartiments de l'espace public, aussi bien dans les voies de circulation que dans les moyens d'accès, aussi bien dans la prise en charge que dans la formation. De nombreuses réalisations témoignent des avancées pour l'intégration des personnes vivant avec un handicap dans tous ces domaines. Mais ces avancées, qui résultent d'une prise de conscience généralisée, ne sont pas encore suffisantes à mes yeux. Nous devons encore redoubler d'efforts, surtout en ce qui concerne l'insertion professionnelle. Car, et nous devons avoir le courage de le dénoncer ensemble, beaucoup de nos concitoyens fragilisés par un handicap sont aujourd'hui victimes d'une ségrégation professionnelle qui ne dit pas son nom. Une ségrégation intolérable, contraire à toutes nos valeurs. C'est pourquoi le gouvernement, dans le souci de gommer cette inégalité des faits, renforcera l'arsenal juridique existant pour que les entreprises, aussi bien publiques que privées, accordent une importance spécifique à l'emploi des personnes vivant avec un handicap. J'ai commencé mes propos en rappelant que le handicap n'est ni une tare ni un fardeau. C'est juste une situation de fragilité qui peut concerner tout le monde en fonction des circonstances. Une situation de fragilité qui peut se transformer en une situation de précarité et d'exclusion sociale. Il est de notre devoir de faire en sorte que nos concitoyens fragilisés par un handicap ne subissent ni exclusion ni précarité. Je vous remercie de votre attention. Ensuite, des mains du chef de l'État, des médailles ont été remises à ces personnes souffrant d'handicap. Et notamment, l'on peut voir sur ces images des personnes non-voyantes ont reçu des cannes de la main du chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh. Ce présent a permis à ces personnes qui leur permettront notamment de mieux se débrouiller dans la vie quotidienne. Pour ces personnes qui œuvrent notamment pour promouvoir des droits souffrant ces personnes handicapées, des médailles ont été notamment remises aux responsables des institutions, ce qui ouvre notamment pour la promotion des droits de ces personnes handicapées. Notamment le président de l'ANPH a reçu une médaille des mains du chef de l'État et toutes les personnes présentes à cette cérémonie, des responsables d'institutions, des personnes handicapées, des personnes non-voyantes, des personnes souffrant d'handicap de mobilité et notamment ceux qui ont su se démarquer pour notamment promouvoir le droit de ces personnes à besoins spéciaux.
dhiibay waxaan kaaga maragnahay annana madal kastoon joogno dadku inuu midku yahay mas-uul daacada tahay dadku inuu midku yahay mas-uul daacada tahay mas-uul qaran allah ka dhigo maamulku dhiyay waxaan kaaga maragnahay annana madal kastoon joogno dadku inuu midku yahay mas-uul daacada tahay dadku inuu midku yahay mas-uul daacada Cette journée donc permettra notamment de changer notre regard vis-à-vis de cette personne souffrant d'handicap, notamment donc ces personnes vulnérables et assistées sont des personnes à part entière, comme l'a déclaré notamment le chef de l'État dans son discours, et notamment nous devons tous notamment nous mettre à la place de ces personnes souffrant d'handicap. Également dans l'actualité, cette réunion d'échange entre le ministre des Finances, Ilyas Moussa Dawale, et les membres du gouvernement et le nouveau vice-président de la Banque mondiale, M. Farid Belhaj, a eu lieu ce matin au Palais du Peuple. Cette réunion donc a beaucoup permis donc d'échanger, notamment dans les domaines qui sont prioritaires pour le gouvernement, ainsi que le renforcement du patrimoine humain, la réalisation et le renforcement donc d'une éducation et d'une santé de qualité au service de la population, la création d'emplois, objectif notamment donc national zéro bidonville, la poursuite des efforts liés à l'amélioration de l'environnement des affaires. En effet, cette rencontre a permis également d'évaluer le rythme d'exécution des principaux dossiers en cours de coopération entre les deux parties. Le vice-président qui s'est exprimé au cours de cette rencontre sur la connectivité que Djibouti doit jouer non seulement au niveau national que régional. Le plan de l'éducation, il y a quand même une scolarisation qui est en train d'aller de plus en plus, de mieux en mieux. Sur ce que vous faites en termes de environnement des affaires, sur le plan de Doing Business, vous avez fait énormément d'avancées là-dessus et c'est devenu en réalité l'un des points phares quand on présente Doing Business. L'année dernière, je travaillais en tant que chef de cabinet du président de la Banque mondiale. Et c'est vrai que lorsqu'on avait regardé Doing Business, on avait beaucoup de pays qui n'étaient pas contents, dont de très grands pays. Et quand on mettait en fait Djibouti, tout le monde disait qu'est-ce qui se passe là? Vous avez un pays qui a fait un bond énorme, qui n'est pas quelque chose qu'on voit arriver souvent. Donc vous étiez vraiment sur la carte, sur le radar de tout le monde. Donc c'est important de souligner tout ça. Dans le même temps, ce que je vois, c'est qu'il y a un potentiel énorme qui n'est pas encore totalement exploité. Je vois les questions de connectivité. Ce qui se passe ici, nous en avions parlé brièvement hier, j'ai été extrêmement impressionné par cette agglomération, cette confluence de toute la connectivité de la région à travers Djibouti. C'est énorme. Mais en réalité, il y a cette énorme connectivité et moi, je n'arrive pas à me connecter. Alors il y a un problème là-dessus. Il y a un problème par rapport au fait que vous êtes à un point de passage fondamental, stratégique, mais qu'en intérieur, ça ne se traduit pas encore dans quelque chose qui peut être au service des citoyens djiboutiens. Et le ministre des Finances, Ilyas Moussa Dawale, a notamment remercié donc, le vice-président pour le soutien de cette institution. Le travail que nous sommes en train de faire actuellement pour la programmation du prochain cycle AIDA 19 va être également l'occasion de mettre encore un peu plus l'accent sur ces grands sujets et également, en tout cas, trouver des réponses à nos défis. Pour ce qui nous concerne, comme on a eu l'occasion de le voir et on va certainement avoir l'occasion de parler avec le président de la République un peu plus tard, le principal défi de Djibouti va être le capital humain et la façon d'apporter
d'offrir en tout cas un capital humain qui soit résilient, qui soit solide, parce que c'est l'éducation, c'est le savoir, mais c'est le bien-être de la population également, y compris jusqu'à très jeune âge avec ces programmes de la nutrition. On aura l'occasion de faire un peu le tour autour de toutes ces questions. Mais c'est également toute la dimension solidarité, parce que malgré une baisse du niveau de la pauvreté observée ces dernières années, il reste encore une poche assez conséquente. Et ceci représente pour nous un défi majeur, présente par moments même à tendance à l'élever à un niveau, en tout cas, un défi sécuritaire. Vous savez, les liens entre la précarité, la pauvreté et au niveau de la stabilité sociale, en tout cas, compte tenu du contexte très volatile de la région. Donc, cette dimension reste également très très importante et la banque intervient de façon assez conséquente également. Et bien lors de cette réunion, la ministre de l'Habitat a présenté le projet phare du gouvernement Zéro Bidonville. Quant au ministre de l'Enseignement supérieur, Dr Nabil Mohamed, lui aussi a évoqué l'importance du numérique et des TIC pour former une jeunesse djiboutienne en parfaite synergie avec la mondialisation. Nous les écoutons. Concerne le secteur du logement, évidemment, il constitue une priorité gouvernementale. Ça fait la République de Djibouti, depuis 42 ans, a toujours porté un intérêt particulier pour ce secteur-là, mais il est vrai que ces dernières années, il y a un intérêt encore plus grand qui est porté sur le secteur du logement, puisqu'il a été érigé en priorité nationale. Et ça, ce n'est pas de manière juste pour le slogan, mais c'est parce qu'il y a des défis à relever et que la mesure des défis imposer que vraiment des choses très importantes soient faites. Au niveau de l'enseignement supérieur, je pense que vous avez parlé de 3 éléments clés. Performance, contre-performance, réforme, gouvernance. Et l'université s'est déjà inscrite, en tout cas l'enseignement supérieur s'est déjà inscrit. Je pense que, et je vous mettrai à votre disposition ce qui est déjà sur le site. Nous avons fait une évaluation, nous sommes la seule, je dirais, ministère d'enseignement supérieur en Afrique qui a été évalué par le Haut Commissariat, la Haute Commission pour la recherche scientifique, l'enseignement supérieur et la recherche scientifique française. Ce qui nous donnera bientôt une accréditation. Et les éléments qui ont été indiqués, ces 3 mots-clés reviennent, malgré les progrès que nous avons faits. Et puis il y a ce challenge du numérique qu'il ne faut pas rater. Et souvent dans mes discours, j'ai dit qu'on soit au fin fond de l'Afrique ou de Djibouti, ou qu'on soit à Harvard, aujourd'hui les étudiants communiquent avec les mêmes outils, et utilisent les mêmes outils et communiquent avec le même langage. C'est pour ça que nous avons engagé dans un premier temps avec la Banque mondiale, et nous avons reçu un très très bon écho à notre demande, c'est de se dire que aujourd'hui, avec la concurrence qui se fait autour de nous, les nouveaux ports qui vont se créer, comment Djibouti peut capitaliser ces méga infrastructures qui existent. Elle ne peut les capitaliser et être compétitive que si on travaille sur le micro-infrastructure. Autre intervention cette fois, celle du ministre de l'Énergie Younis Ali Guedi et celui de la Santé qui ont évoqué les grands projets signés avec la Banque mondiale ayant pour objectif d'améliorer les conditions de vie de nos citoyens. L'énergie, c'est l'épine dorsale du développement de Djibouti et nous avons beaucoup de projets en développement, mais la question de la précarité énergétique reste très importante à Djibouti. Et dans ce sens, nous avons, avec la Banque mondiale, bien entendu, le premier projet qui est la géothermie, pour l'exploration de la géothermie. Et nous remercions entre autres au passage aussi la Banque mondiale qui nous a fait confiance et qui a soutenu le gouvernement de l'Arc de Djibouti pour l'exploration
FIALE, des projets FIALE de la géothermie, qui aujourd'hui, certainement, nous allons passer. Et nous comptons aussi sur la Banque mondiale de passer aux différents process de développement de production d'énergie. Le deuxième projet est celui de l'électrification durable, un projet transversal aussi avec la transformation urbaine de la ville de Djibouti et dans le chef-lieu de région nous travaillons en collaboration avec la ministre du Logement et la ministre des Affaires sociales, le ministère des Finances et d'autres aussi ministères pour l'accès à l'énergie de nos concitoyens. On a récemment deux projets qui viennent d'être signés, le projet de renforcement des services maternels, infantiles, néonatal, qui était de l'ordre de 26 millions. Ce projet qui vient de signer, c'est un grand projet qui va peut-être améliorer un certain nombre de services, et ça concerne des constructions, des réhabilitations, mais également des équipements. Nous avons également signé récemment un accord additionnel pour l'amélioration de la performance du secteur de santé. C'est un accord supplémentaire et ça nous permettra également d'augmenter également la performance de... Également dans l'actualité, cette inauguration d'un abri pour les personnes, donc les enfants des rues. L'inauguration de cet abri pour les enfants confrontés à eux-mêmes a été organisée par Caritas en collaboration avec l'OIM, le ministère de la Femme et de la Famille. Eh bien, ce bâtiment a été conçu et financé par l'Union européenne et le gouvernement djiboutien afin que ces enfants de rue donc ne soient plus livrés à eux-mêmes. Eh bien, cette journée a très peu donc accès. Ces personnes ont notamment très peu accès à l'éducation. Notre diagnostic de la population témoigne de la nécessité pour eux de travailler donc ou de mendier afin de pouvoir manger. En cette journée, la situation est la même pour les enfants des rues, mais une fois la nuit venue, ils dorment dehors, vulnérables, victimes de la faim, de tout autre danger auquel ils font face quotidiennement. La cérémonie a été présidée par la ministre de la Femme et de la Famille, Moumina Ahmed Hassan, et a vu la participation notamment du ministre de l'Intérieur, Moumina Ahmed Cheikh, et la représentante de l'OIM à Djibouti, Madame Lalini Verasami, et le directeur général de la police, le colonel Abdullahi Abdi. Et suivant à présent les interventions de la représentante de l'OIM à Djibouti, Madame Lalini Verasami, et le représentant de l'Union européenne. L'Union européenne se réjouit de l'inauguration de cet abri aujourd'hui pour les mineurs au sein de l'ONG Caritas. En effet, cet abri représente l'aboutissement de plusieurs mois de travail que nous avons mené avec le ministre de la Femme, de la Famille, le ministère de l'Intérieur, l'IOM et Caritas. Et il représente aussi combien la protection des mineurs et des enfants est fondamentale pour tout ici présent. La construction de cet abri dans le cadre de l'initiative conjointe UE-OIM pour la protection et réintégration des migrants. Son fonctionnement sera assuré grâce à notre projet en faveur des solutions pérennes pour les populations hautes, les réfugiés et les migrants les plus vulnérables. Dans ce cadre, je veux aussi faire référence au travail considérable et au rapport sur les enfants de rue à Djibouti, préparé par le ministère de la Femme et de la Famille, en collaboration avec les autorités djiboutiennes et certaines ONG, dont Caritas. Toute l'initiative que la ministre de la Femme a voulu mettre en place dès le début en disant on commence par une étude pour mieux comprendre la situation, par la suite on ira vers des actions concrètes. Et c'est vrai que cette étude n'a pas été mise dans un tiroir. Cette étude, avant même d'être imprimée, a déjà eu des actions très concrètes, l'abri, mais on discute d'autres choses déjà ensemble sur les actions qui seront prises au niveau bilatéral avec l'Éthiopie, au niveau d'autres actions qui vont être prises ici pour protéger ces enfants. Donc vraiment, je pense que c'est une initiative aujourd'hui qui voit le jour et qui continuera avec une appropriation déjà très claire de l'État, mais aussi de Caritas, il faut le dire, qui travaille sur cette question depuis plusieurs années.
L'OIM a été là en appui pour faciliter le dialogue. L'OIM a été là aussi pour accompagner, avec l'appui de l'Union européenne, cette initiative. Mais il faut dire que Caritas est quelque part à l'avant-plan avec ses enfants, dans la protection de ses enfants. Et j'encourage, bien sûr, à ce que vous continuez ce travail, main dans la main, avec les autorités, parce que seul, comme tu le disais, on ne pourra rien faire. Quant au ministre de la Femme et de la Famille, Mme Moumina Ahmed Hassan, elle a souligné notamment l'importance que revêt cet abri pour ses enfants. Au nom du gouvernement, mais au nom aussi de ces enfants, je pense, qui, au fond de leur cœur, dans un petit coin, sont en train de dire aujourd'hui nous avons un abri. Comme vous le savez, la rue n'est pas l'espace approprié pour un enfant. Un enfant, il faut qu'il soit protégé. Sa place, c'est d'être avec ses parents et sous un toit. Et malheureusement, nous le savons tous, nous n'allons pas nous mentir, il y a certains enfants qui n'ont pas cette chance-là. Donc le responsable de la République de Djibouti, et en particulier le président de la République, n'admet pas, ne conçoit pas, quel que soit l'enfant, qu'un enfant soit dans la rue. C'est une décision, des directives, des instructions qui nous ont été données pour pouvoir mettre ces enfants à l'abri. Aujourd'hui, ces enfants ont un abri où ils vont pouvoir dormir, un abri où ils vont pouvoir être cajolés, parce qu'il faut venir les après-midi et voir toutes les activités que Caritas fait avec ses enfants et les volontaires. Ils sont dorlotés, cajolés, écoutés, soignés, bichonnés, et ça, c'est ce que cherche un enfant. Encore merci au directeur de Caritas et à tous les bénévoles de Caritas. C'est une première œuvre qui va être suivie d'une seconde, parce qu'il est prévu, le gouvernement de la République de Djibouti, avec le financement bien sûr de l'Union européenne et la collaboration étroite de l'OIM et le partenariat de Caritas, nous avons l'intention de construire un abri beaucoup plus grand que ça pour pouvoir héberger les enfants qui vont se trouver dans la rue en situation de précarité en République de Djibouti. Le but, c'est pas de garder les enfants dans ces abris-là. Le but, c'est juste leur proposer un abri et pouvoir faire en sorte à ce qu'ils retournent le plus rapidement possible auprès de leurs proches. L'idéal, ça serait leurs parents, mais s'ils n'ont pas des parents, c'est être auprès de la famille, soit de leur père, soit de leur mère. C'est surtout leur permettre d'être à l'abri de tout risque. Parce qu'être dans la rue, c'est pas pour un enfant que c'est un danger, mais sur un adulte aussi, c'est un danger. Donc je dirais grand merci à Caritas, grand merci à l'Union européenne qui a bien voulu nous appuyer dans ce projet-là. Et surtout, grand merci à une grande dame qui va nous quitter, mais qu'on gardera, je pense, dans nos cœurs, à Lalini. Je vous emmène cette fois aux Seychelles où la ministre des Affaires sociales et des Solidarités a participé à la 7e conférence du réseau des pairs sur la pauvreté multidimensionnelle qui s'est tenue du 30 au 4 juillet. Eh bien, cette conférence de haut niveau est organisée par le ministère des Affaires familiales du Seychelles et a été placée sous le haut patronage du président de la République de Seychelles, M. Danifor. Ont pris part notamment à cette conférence des représentants de plus de 40 pays dans le monde et plus de 200 organisations internationales. Et de là, nous passons à ce qui domine, notamment l'actualité internationale avec cet embargo, et malgré l'embargo, de l'ONU, les armes continuent d'affluer en Libye. Amnesty International a lancé un nouveau cri d'alarme hier contre des violations contenues de l'embargo sur les armes imposées à la Libye par l'ONU depuis 2011. L'ONG a même nommément donc accusé plusieurs pays de garnir les arsenaux des belligérants locaux qui s'affrontent pour le contrôle de la capitale Tripoli. Depuis le lancement du début avril d'une offensive du maréchal Khalifa Haftar pour s'emparer de Tripoli où siège le GNA, le Conseil de sécurité reste en panne d'accord sur une résolution réclamant ainsi un cessez-le-feu en Libye. En Russie, cette fois, la Russie suspend le traité sur les forces nucléaires intermédiaires. Vladimir Poutine a promulgué hier mercredi une loi autorisant la Russie à s'affranchir de ce traité conclu en 1987 durant la guerre froide, signé par des anciens présidents américains et russes, Ronald Reagan et Mikhail Gorbatchev. Ils avaient donc pour objectif l'élimination de tous les missiles de croisière
et balistique lancés depuis le sol d'une portée allant de 500 à 5500 km. En février dernier, donc, les États-Unis ont également cessé de respecter ce traité accusant Moscou de le violer. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de votre fidélité. Excellent après-midi à toutes et à tous.